Est-ce que ça vous dirait de gouverner un pays entier et d'être l'élu du peuple? Moi, je réfléchis. Eh ben non. Bon, autrement dit, mes chers Eteos Thomas Obama, de devenir président de la République. Ah ouais, ça vaut le coup. Tu dois gagner masse de pognon. Ah, tu déconnes, ça doit être un calvaire. Moi, je passe mon tour. Oh, écoute, t'inquiète Edgar. C'est notre cher cobaye qui va s'en charger. Du coup, Gustave, viens un petit peu par là, mon petit. Gustave en président de la France, on est mal barré, hein. Ariane, s'il te plaît, c'est quand même ton oncle, hein. Mais enfin, je suis quand même le parrain de ton fils. Mais là, quand même, attention, il doit pas se lancer à l'arrache dans une aventure pareille. Et heureusement, Shopify sponsorise cette vidéo et est là pour l'accompagner. Alors pour commencer, Gustave a besoin d'argent afin de préparer sa campagne présidentielle. Et en vrai, c'est con parce que, il a pas gardé sa thune de la fois où, il est devenu le plus riche du monde. Mais là, je sens qu'il a une petite idée en tête, regardez, il se lance déjà. Et du coup, après plein de galères, d'échecs, de nuits blanches, Gustave est enfin fier de vous présenter sa création, le mug Gustave. Bon, il va pouvoir boire du coup dans un mug élégant, aussi classe que lui finalement. Peut-être une bonne façon de lui rendre hommage, après toutes les épreuves qu'il a traversées en vidéo quoi. Regardez, c'est celui-là, c'est pas du tout le bon mug. Alors hop là, je vous montre, nous avons deux modèles. Alors dans l'un du coup on a directement Gustave qui est crayonné et dans l'autre nous avons le salon de Gustave. Et pour chacun il y a deux variantes. Alors celui-là existe en noir et en rouge. Et celui-là nous l'avons du coup en blanc et en bleu. Comme ça il y a un petit peu pour tous les goûts quoi. Regardez comment ils sont stylés. En même temps c'est normal, c'est vous qui avez choisi les designs dans un sondage. Et les dessins ont bien sûr été faits par Lily, notre illustratrice, celle qui fait tous les Gustave depuis un bail. D'ailleurs, côté fabrication, les mugs sont imprimés directement en Europe et envoyés par un distributeur français. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont classe. D'ailleurs, moi, à titre personnel, c'est celui-là mon préféré. Bon, c'est très beau tout ça, mais on peut les acheter quelque part, ces mugs? Alors bien sûr, forcément, Gustave a pensé à tout. Pas vrai, Gustave? Gustave? Oh Mais qu'est-ce que tu fous, Gustave? On est au 21e siècle, là. Maintenant, avec Shopify, on peut vendre des trucs sur Internet hyper facilement, quand même. Mais pas que, tu peux aussi vendre en physique et sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, tous ceux qui hésitent encore à se lancer, on vous met le lien de Shopify en description. Donc, Gustave, allume ton ordi, ok, tu cliques sur le lien Shopify et c'est parti, quoi. Oula, pas trop vite, monsieur Comte. Gustave et la technologie, ça fait deux. Ulysse, s'il te plaît, il y a quand même des grands-mères qui utilisent Shopify aussi. Parce qu'en vrai, quelles que soient les compétences techniques de Gustave, il va la créer sa boutique. Regarde, là, il est déjà en train de choisir parmi plusieurs designs de sites prêts à l'emploi. Et là, donc, hop, en à peine quelques clics, il vient de créer sa page de produits pour les mugs. Bref, à partir de là, on ne l'arrête plus. La boutique prend forme petit à petit au rythme des cafés que Gustave boit évidemment dans ses propres mugs. Bon, après, l'avantage, c'est que Shopify accompagne les entrepreneurs tout au long de leur parcours. Et ils fournissent plein d'outils pratiques qui rendent bien service à Gustave. Et enfin, tadam, ça y est, il vient de mettre sa boutique en ligne. Attends Chris, j'ai pas compris. Elle existe vraiment la boutique de Gustave ou pas? Évidemment qu'elle existe. Et tu peux maintenant devenir propriétaire de ton mug Gustave. Mais attention, c'est une première collection qui est éphémère. Et vous n'avez que jusqu'au vendredi 4 août à 23h59 maximum pour passer commande. Après, ce sera trop tard. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer cet objet rare de collection et en même temps qui peut être pratique et cool quoi. À avoir chez soi pour pouvoir boire son café, son thé, son eau, son jus de fruits ou des mug cakes quoi. Pour vous en procurer un avant la fin du temps imparti, le lien est en description. Bon voilà, maintenant que Gustave a réussi cette étape, que sa boutique fonctionne, qu'il a ses premières ventes, il est prêt à passer à l'étape supérieure de son plan, c'est-à-dire se lancer en politique. Comment devient-on chef d'État en France? D'ailleurs, à quoi ressemble en vrai le quotidien du président? Quelles sont les plus grandes difficultés à surmonter? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe véritablement après la fin de son mandat? On verra ces questions et plein d'autres dans cette vidéo. Et donc, on découvre ça tout de suite. Devenir président, ça fait quoi? Bon, là, notre Gustave est chaud bouillant pour les prochaines élections. Et il se voit déjà en costard chic, acclamé par la foule devant le palais de l'Élysée. Sauf que je t'arrête tout de suite, mon pote, tu vas devoir être très patient. Cette fois-ci, tu auras un peu moins de chance que quand t'es devenu roi d'Angleterre. Là, devenir président de la République française, ça s'improvise pas comme ça. À part pour Macron, il est sorti de nulle part. Bon, certes, c'est le plus jeune président qu'on ait eu, mais bon, c'est l'exception quand même dans la règle. Et contrairement aux apparences, en vrai, il préparait sa candidature depuis des années. En fait, en règle générale, les chefs d'État sont beaucoup plus âgés que Gustave. Parce que, la moyenne d'âge au moment de leur élection est de 58 ans. Oh Gustave, c'est pas la peine de pleurnicher, c'est pas comme ça que les Français vont vouloir voter pour toi. Mais si ça peut te rassurer, François Mitterrand a dit que pour devenir président, il suffit de le vouloir. Théoriquement, n'importe qui peut devenir président, à partir du moment où il le veut, et surtout où il est élu, concrètement. Que ce soit son niveau d'expérience ou même son niveau d'études, vraiment tout le monde peut postuler quoi. Il faut juste réussir à convaincre le peuple de voter pour soi. En gros, tonton devra forcément passer par une sorte de sélection naturelle quoi. Voilà, après, en même temps, quand Coluche s'était présenté au présidentiel, il y a plein de gens qui disaient vouloir
vouloir voter pour lui alors qu'il sortait de nulle part, vraiment littéralement. Après, dans les faits, il faut quand même un CV bien rempli et qui soit logique par rapport à ça, quoi. Et si on compare par exemple juste le niveau d'études, beaucoup de présidents sont passés par l'ENA, donc École nationale d'administration qui a été fondée par Charles de Gaulle. On apprend à être un cadre supérieur de l'État, pour résumer. Mais ça, c'est pas une obligation. Par exemple, Nicolas Sarkozy avait fait des études de droit, puis des études de sciences politiques, dont il est d'ailleurs sorti non diplômé. Lui, Emmanuel Macron, il avait commencé en tant qu'inspecteur des finances, mais les autres présidents, avant ça, ont rapidement été députés à l'Assemblée nationale. Un petit step intermédiaire, quoi. Et ensuite, ils gravissent les échelons en devenant maire, secrétaire, président de parti politique ou de conseils départementaux, ministre, etc. Et la petite particularité avec Macron, c'est qu'un conseiller politique lui avait recommandé de devenir riche avant de se lancer en politique. Et c'est pour ça qu'il a fait un petit détour en tant que banquier d'affaires chez Rothschild, où il est devenu millionnaire. Parce que c'est notre projet! C'est un petit peu bizarre à dire comme ça, mais oui, Macron était millionnaire avant de devenir président. C'est pas un argument qu'il va mettre en avant pour être élu, parce que du coup, forcément, il veut représenter le peuple français, et évidemment, il y a combien de pourcentage de millionnaires en France ? Après, c'est un patrimoine, c'est-à-dire que on compte tout. Les objets que vous avez, votre maison, si vous avez des voitures, ce genre de choses. T'entends ça, Gustave ? T'as intérêt à en vendre, des mugs. Et prépare-toi à bouffer de la formation en politique pour rattraper ton retard. En commençant par apprendre à mentir, comme tous les politiciens. Écoutez, Edgar, ce n'est pas un mensonge, c'est simplement une déformation de la vérité. Responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. Bon, en tout cas, le plus important, c'est quand même peut-être de prendre des cours de droit, aussi d'économie, de géopolitique. Bref, pour la faire courte, pendant plusieurs années, Gustave va charbonner comme un porc. Faut qu'il apprenne par cœur l'histoire de France, le fonctionnement de notre administration, les réglementations et puis les accords internationaux, ou encore même l'organisation politique en France comme en Europe et dans le monde. C'est un bordel. Faut quand même être calé sur plein de sujets. On dirait pas comme ça. Et en parallèle, il va s'engager dans la politique pour gagner en expérience et prouver son engagement auprès des Françaises et des Français. Et puis le temps passe, et puis Gustave va voir 2 élections lui passer sous le nez. Monsieur Comte, si je calcule bien, ça dure au moins 10 ans alors ? Et oui, lui, c'est tous les 5 ans, quoi. C'est long, en fait, Une préparation comme ça, tu sais que c'est un petit peu le goal ultime, donc tu le prépares, quoi. Gustave va changer un peu physiquement et puis mentalement. Petit à petit, il faut qu'il ait l'air un petit peu plus intellectuel, un peu plus aussi sûr de lui, quoi. Waouh, rien que de le voir comme ça, j'ai envie de voter pour lui. Eh bien justement, Ariane, ça arrive. Car Gustave a eu le temps de réfléchir et là, il se sent enfin prêt pour sa campagne électorale. Bon alors là, vous vous demandez sans doute quel est donc le parti politique de Gustave, à votre avis ? Eh bien en vrai, aucun. En fait, il va juste créer son propre parti. Oh, c'est pas drôle, je voulais du drama dans les commentaires, moi. Désolé Edgar, on n'est pas là pour coller une étiquette politique à Gustave. Je suis déçu! Et d'ailleurs, en vrai, quand on observe le passé des anciens présidents, on constate qu'ils ont souvent changé de parti, voire même de bord politique. Je veux dire, les girouettes, il y en a pas que sur les maisons, quoi. En attendant, Gustave, il va pas conquérir le sommet de la montagne tout seul. Il doit avoir une team. Et pour commencer, il doit nommer un directeur de campagne. Et là, il choisit un certain professeur Ball. Et il va lui donner toute la partie logistique et représenter aussi Gustave par moment. Ensuite, faut aussi un mandataire financier qui va gérer le budget. Et les finances, la thune, quoi. Et il va nommer d'argent, quoi. Ensuite, il faut tout concevoir. La communication, calculer les dépenses, collecter des fonds pour tout financer. Mais en tout cas, il faut aussi définir le programme politique. Tiens, je viens de lire dans son programme « Interdire les expériences de crise ». Ariane, tu peux barrer la ligne discrètement, s'il te plaît ? Ah bon, t'es sûr ? Oui, non mais son programme est déjà très chargé, il y a vraiment beaucoup de promesses déjà. Du coup, en vrai, tout ce travail prend au minimum plusieurs mois, quoi. Et en parallèle, Gustave annonce enfin sa candidature présidentielle. Après, pour qu'une candidature soit valide, il faut être de nationalité française et âgé d'au moins 18 ans. Ou encore réunir les fameuses 500 signatures de parlementaires ou d'élus locaux. Ça, c'est la fameuse tournée des campagnes. Bon, en tout cas, une fois que cette partie parrainage est terminée et validée, là, Gustave doit signer une déclaration de patrimoine. Et c'est bon, sa candidature est enfin valable. Et après, faut pas croire que cette partie parrainage soit si facile à faire. Il y a plein de candidats qui sortent de nulle part, qui galèrent et qui échouent à avoir les fameuses 500 signatures. Par exemple, pour la dernière élection, il y avait eu Éric Zemmour ou même Christiane Taubira qui avait galéré pour avoir les 500 signatures. Comme dans toute compétition, il existe aussi des règles d'égalité à respecter. Par exemple, ne pas faire courir des rumeurs sur ses adversaires. On n'a pas le droit de les dégommer un petit peu dans leur dos, quoi. Et puis aussi, ne pas dépenser plus qu'une certaine somme pour faire campagne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Gustave, avec son parti politique qu'il a fondé, il a le droit à une enveloppe maximale de 17 millions d'euros. Et ça peut monter à 23 millions quand on devient finaliste. Et donc, quand les élections approchent, là, on entre dans une phase de communication intense. L'objectif est simple, c'est de
convaincre un maximum de Français que on va faire le job. Et donc là, Gustave organise des meetings et puis des visites dans plein de villes en France. Il explique ce qu'il ferait s'il était élu, une véritable opération de séduction. Sauf que pour réussir tout ça, il manque encore des compétences importantes à Gustave. Déjà, un président de la République doit avoir beaucoup de leadership et de charisme. Chris, tu sous-entends que Gustave est un peu mou? On est bien d'accord. Alors merci Edgar, je n'osais pas le dire, mais bon, c'est toujours moins pire qu'un certain François Hollande, quoi, du coup. Alors je n'ai rien contre François Hollande, mais c'est vrai qu'il était un peu... il inspirait pas une certaine vigueur, quoi, on va dire. Mais il a quand même été élu. En tout cas, il faut avoir une bonne capacité de persuasion, inspirer confiance, se montrer dévoué au pays. Donc là, pour Gustave, et c'est le cas pour beaucoup de présidents, c'est de recruter un coach personnel. Il va les aider à être plus disciplinés, à savoir être ferme, à bien s'exprimer, à perdre du poids aussi potentiellement, et puis bien sûr à résister au stress et à la pression. Parce que là, Gustave, regardez-le. Non mais zoomez, encore. Non, là c'est trop près. Et il est un petit peu dépassé, quoi. Bref, pour un candidat, la campagne électorale, c'est toujours une période qui est très excitante, mais hyper éprouvante. En tout cas, au fil des mois, il progresse dans les sondages. Jusqu'au jour fatidique du premier tour. Et comme un certain Emmanuel Macron, on s'y attendait pas, mais à la surprise générale, Gustave Armand est finaliste. À ce moment-là, faut rien lâcher, c'est parti pour la deuxième partie de la campagne. Et là, cette fois-ci, Gustave doit convaincre la majorité de voter pour lui. Après un suspense pas si insoutenable que ça, eh bien Gustave est élu président de la République française. Gustave Armand va pouvoir passer aux choses sérieuses, notamment avec le rituel de passation. Le soir de son élection, Gustave se bourre la gueule comme jamais. Non, pardon, attendez, c'était un autre jour, ça. Désolé, pardon, c'est pas ça. Bon, en tout cas, quelques jours après, a lieu la transmission du pouvoir entre l'ancien président et le nouveau. Ça s'appelle la cérémonie d'investiture. Elle est pleine de rituels assez intrigants, hein. Alors pour commencer, Gustave entre fièrement dans la cour d'honneur du palais de l'Élysée. Là, il échange une poignée de main avec l'ancien président, devant plein de journalistes. Ensuite, ils vont en tête à tête dans le bureau présidentiel pour entrer dans le vif du sujet. Les secrets d'État, à commencer par les fameux codes de l'arme nucléaire. On est sûr de vraiment vouloir filer ça à Gustave? Écoute, cette question, fallait vraiment se la poser avant parce que là, c'est trop tard, hein. T'avais qu'à pas voter pour lui, de toute façon. Après, je te rassure, c'est pas non plus, en vrai, un gros bouton rouge comme ça qui est sous le bureau et hop, t'appuies sans faire exprès et puis il y a le feu nucléaire. C'est plutôt en vrai une combinaison de chiffres qui servent à identifier le président s'il doit donner l'ordre de déclencher l'arme atomique, quoi. D'ailleurs, à une époque, c'était écrit sur une chaîne en or. Aujourd'hui, c'est un peu plus mystérieux, on ne sait pas. Par contre, on sait quand même que Gustave reçoit également une étrange mallette noire qui devra l'accompagner dans tous ses déplacements. En fait, cette mallette, elle lui permet d'être contacté depuis n'importe où sur Terre en cas d'urgence nucléaire, ou d'urgence tout autre, après évidemment, hein. Et puis, autre petit moment important et émotionnel, la visite du bunker de l'Élysée, qui sert de commandement militaire. Et dans la foulée, Gustave reçoit aussi le grand collier de la Légion d'honneur, symbole là du président. Et puis, il doit aussi prononcer un discours devant quelques invités très prestigieux, comme des hauts dignitaires, des militaires super bien gradés, des commandants en chef, je sais pas quoi, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et puis, peu après, 21 coups de canon sont tirés depuis l'esplanade des Invalides. Eh ben, à ce rythme, il va bientôt être couronné roi de France. Ouais, bon, en vrai, c'est quand même une cérémonie à l'ancienne, et c'est vachement ritualisé. Là, Gustave signe aussi des documents et il serre des poignées de main. On lui remet les caractéristiques de sa fonction de président. Par exemple, il a l'interdiction de bosser pour quelqu'un d'autre que l'État français pendant les 5 ans de son mandat. Après, il y a aussi une petite exception, car le président français, c'est aussi le coprince d'Andorre, qui est un tout petit pays dans les Pyrénées, quoi. Ouah, la classe! Il est président et prince à la fois. Alors oui, bon après, Andorre, c'est quand même microscopique, hein, quand même. Faut quand même pas oublier que c'est un pays qui fait la taille d'une ville française moyenne, quoi. Bon, en tout cas, il a beaucoup de responsabilités sur les épaules, et en tant que chef d'État français, il a le devoir de défendre les intérêts du pays. Et pour ça, Gustave dispose de plusieurs pouvoirs spéciaux. Par exemple, il peut faire des référendums et dissoudre l'Assemblée nationale. Et puis il a aussi accès au pouvoir de crise, qui s'active en cas de menace grave. Pouvoir de crise, c'est un peu en mode Super Saiyan, et du coup, tu peux prendre des décisions un peu plus drastiques, rentrer gentiment dans une dictature, mais pour le bien du pays, bien entendu. Après, concernant le style vestimentaire, le président de la République doit incarner l'autorité. Là, il peut plus se balader en tongs et en claquettes, hein. Il peut pas non plus avoir la marinière, quoi. Là, il a un costume, une cravate et un pins rouge. Hyper important, le pins. Bon après, heureusement, Gustave est bien entouré pour accomplir sa mission de président, quoi. Il a un cabinet avec un secrétaire d'État, un directeur de cabinet et même un chef d'état-major. Tout ça, ça lui fait à peu près une quarantaine de conseillers. Et puis, en plus, Gustave, maintenant, va mettre en place un gouvernement. Ce qui fait qu'il va devoir choisir son premier ministre, puis ils vont alors, avec lui, décider ensemble qui seront, les ministres. Quelque chose me dit qu'on retrouvera d'argent en ministre de l'économie. Oui, et pourquoi pas Bâle en premier ministre, quoi. Et puis en parallèle, Gustave
va déménager car le président vit et travaille au palais de l'Élysée. Bon après c'est pas une obligation hein, mais presque. En fait ça devient tellement compliqué de faire les allers-retours entre chez lui et le palais de l'Élysée et toute la logistique que ça entraîne, toute la sécurité que en vrai pour éviter de perdre du temps, il dort à l'Élysée quoi. Après il a pas à se plaindre, hein. Il a un appartement qui fait 260 mètres carrés, on y trouve plusieurs chambres, 2 salles à manger ou même une bibliothèque. Et après ça c'est un logement de fonction, tout frais payé, et c'est l'un de ses nombreux avantages en plus de son salaire brut de 15 000 € par mois. Ouah, c'est énorme. Il se met si bien. Alors Ulysse, calme-toi, ok? Je vais te donner un point de comparaison. Le président français, c'est censé être la personne la plus importante du pays et globalement parmi les hommes les plus influents et les plus puissants au monde. Mais si on compare juste ce salaire de 15 000 balles par mois au salaire moyen des dirigeants du CAC 40, donc le CAC 40 c'est grosso modo les 40 plus grosses entreprises françaises, eh bien il se trouve que de leur côté, les dirigeants du CAC 40 ont un salaire mensuel d'à peu près 650 000 €. Donc en gros, quand tu es président, tu le fais clairement pas pour la thune. En tout cas, très clairement, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que des avantages à être président. Par exemple, tous les matins, on se réveille tôt, genre jamais après 7 heures quoi. Ensuite, on fait sa toilette et hop 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 dans sa cuisine. Et après, comme n'importe qui, Gustave se prépare un café et puis il va beurrer ses tartines. Et puis en même temps, il lit les titres des journaux qui ont été déposés sur sa table. Ensuite, le reste de sa journée se compose de nombreuses réunions, de briefings, de visites officielles. Et d'ailleurs, petite anecdote, n'importe qui peut consulter l'agenda du président sur Internet. Regardez, du coup là, on va aller le consulter, hop hop hop. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ok, intéressant. Après ça c'est quand même pour suivre les moments forts de ces journées. On n'a pas non plus le détail heure par heure. Et en vrai, Gustave est souvent en déplacement pour représenter son peuple. On a tendance un peu à l'oublier, mais le président c'est aussi le porte-étendard, une sorte de drapeau vivant sur pattes. Donc il doit beaucoup se montrer et mettre en avant la France à l'international, montrer qu'on pèse quoi. Be proud of you because you can do what we want to do. Par exemple, il faut quand même qu'il soit à une étape du Tour de France, à un sommet européen, une commémoration. Et du coup, en fin de soirée, après avoir bien bossé, il prend quand même un petit peu de temps pour lui. Par exemple, Macron mange parfois des plateaux repas devant un film avec son épouse. C'est super bizarre de se représenter du coup un président qui fait des trucs très basiques comme ça. Et pourtant, ce sont des êtres humains quoi. Il paraît même qu'ils font caca, c'est ouf. Hein. Sauf que ces moments de répit sont rares. Et au bout de quelques semaines, Gustave commence déjà à fatiguer. Après, il prend sur lui pour ne rien montrer, car la France a besoin d'un dirigeant en forme. On pourrait pas se permettre d'avoir quelqu'un qui perd la mémoire, qui sait plus trop ce qu'il dit, on n'est pas sûr qu'il peut claquer du jour au lendemain, quoi. God's sake, this man cannot remain in power. Non, on peut pas. Oula, il va rendre son tablier bien avant la fin des 5 ans, lui. Alors espérons qu'il va tenir les 5 ans, car les situations de crise sont nombreuses dans le quinquennat. Et d'ailleurs, la première arrive de manière imminente. Ok, on retrouve notre cher Gustave Armand, président des Français, 1 an après son élection. Et la bonne nouvelle, il est toujours pas mort. Il est en forme, il tient le coup. En vrai, avec le temps, il a fini par retrouver un rythme qui lui permet d'être efficace et de tenir le coup. Alors, il dort un peu plus, il mange des repas sur mesure, un peu comme un sportif de haut niveau. Vu le rythme de vie qu'il a, c'est ce qu'il est, quoi. Alors, depuis 1 an, d'ailleurs, on peut dire qu'il ne s'ennuie pas. Il rencontre des dizaines de représentants politiques du monde entier. Il va gérer des négociations commerciales, il signe des traités internationaux. Après, la difficulté, c'est de défendre les intérêts du pays, sans froisser les partenaires étrangers, quoi, non plus, quoi. Je veux dire, voilà, en tant que président de la France, on se doit d'avoir un poids et de gérer les conflits comme un maître, quoi, comme un maître. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Bon, après, faut pas oublier que Gustave, maintenant, c'est aussi le chef des armées. Rien que le dire, ça fait peur. Et donc, ça signifie qu'il doit être prêt à affronter de vrais dilemmes pour la sécurité. Alors, par exemple, devoir prendre parti pour un pays en cas de conflit. Ou pire, devoir employer des mesures radicales, comme envoyer des troupes militaires ou livrer des armes. Par exemple, durant leur mandat, les présidents français font face à pas mal de crises, notamment intérieures du pays. Je pense que ça n'échappera à personne, vraiment personne. Ah, merci Chris. Je sens qu'on va enfin avoir un peu de drama. Oui, alors à ton avis, Edgar, à quoi Gustave va-t-il avoir droit? Des manifestations, des grèves, des catastrophes naturelles, des pénuries, des crises économiques? Peut-être tout ça à la fois aussi, c'est possible. Là, je vous passe pour quelles sont les raisons. Alors bon, grosso modo, l'argent est toujours un petit peu central. Là, les gens, ils sortent dans les rues pour protester. Quoi, Gustave? Tu as osé décevoir le peuple français? Et autant, il y a 1 an, Gustave était vu comme le Messie et le président de tous les Français, aujourd'hui, il y a débat. En même temps, je veux dire, faire plaisir à tout le monde, c'est vraiment grosso modo faire plaisir à personne. À quel moment on peut penser qu'un président, il va pouvoir faire l'unanimité? Sauf quand tout va bien. Donc forcément, on fait des erreurs aux yeux de certaines personnes. Et alors que pour d'autres, on a tout bon. Comme par exemple, assez récemment, le couple Macron, pendant la crise des Gilets jaunes. Alors techniquement, il s'était lancé dans un petit projet de décoration de l'Élysée à 1 million d'euros. Peu
Peu après, ils ont commandé un nouveau service de vaisselle officiel, estimé à 250 000 €. Bon, dans l'absolu, est-ce que c'est grave? Peut-être pas. Après, relativement au contexte, c'était un peu chaud, quoi. Mais avant Macron, c'était aussi François Hollande avec son coiffeur personnel, payé pour presque 120 000 € par an. Ça paraît beaucoup, c'était presque le salaire du président lui-même. Mais bon, dans le même genre, Sarkozy était connu aussi pour employer une maquilleuse qui était payée pour à peu près 8 000 € par mois. Et visiblement, Gustave n'a pas retenu les erreurs de ses prédécesseurs. Car, en plein milieu des manifestations, il décide de prendre quelques petites vacances. Alors bon, évidemment, depuis longtemps, les présidents et leurs familles vont en vacances au fort de Brégançon, dans le sud de la France. Et en vrai, ce petit fort-là, eh bien, il coûte à peu près 400 000 € par an à l'État. À entretenir, c'est un gros bébé, il doit y avoir une bonne protection, enfin voilà, c'est safe. Et si le président veut se baigner dans la Méditerranée, il faut dépenser en plus 60 000 €. Mais ils mettent des diamants dans l'eau ou quoi? Même pas, tu te rends compte? En fait, il faut que les agents sécurisent la zone à pied, en voiture, dans les airs et même en mer. Il peut pas y avoir une méduse. Et ils font carrément appel à des plongeurs professionnels et même des bateaux de gendarmerie. Bref, dans le cas d'un président, se détendre, se baigner, ça coûte une blinde. Quand en plus on prend des vacances en pleine crise sociale, eh bien on peut se mettre clairement son peuple à dos. Et après, il faut aussi savoir qu'au fil du temps, la question des vacances du président a beaucoup évolué. Par exemple, ça remonte maintenant, mais Georges Pompidou prenait 1 mois et demi de vacances. Bien des années plus tard, on avait critiqué François Hollande parce qu'il en avait pris un peu trop, alors qu'en réalité, François Hollande était le président qui en avait pris le moins. En tout cas, pour en revenir à Gustave, les paparazzis cherchent la moindre erreur de sa part pour l'afficher. Et en vrai, sa cote de popularité est en chute libre. De son côté, Gustave, il sent une certaine incompréhension, quoi. En fait, il a le sentiment de tellement travailler qu'il devrait être applaudi et non pas détesté. Et ce qui fait qu'il se renferme de plus en plus sur lui-même. Sauf que bien sûr, les gens ont voté pour lui, ils ont voté pour Gustave, et ils attendent encore que Gustave soit à la hauteur. Et il reste encore 4 années de mandat pour tenir le coup. Mais heureusement, à la toute fin, il y a une belle récompense. Finalement, le temps passe, Gustave a fait son mandat présidentiel. Comme tous les présidents, il n'a pas fait l'unanimité. Pour beaucoup, Gustave a été le pire président de toute la République, en oubliant quand même qu'on a la mémoire un peu courte et qu'en vrai, chaque président en prenait toujours pour sa gueule. Et en oubliant qu'en vrai, le pouvoir des présidents est quand même très limité. Et que, paradoxalement, les Français ont toujours ce fantasme en fait de l'empereur, du roi, qui a les pouvoirs absolus et qui est capable de modifier leur vie pour les rendre heureux à tout jamais. Et que de l'autre, il n'est pas censé avoir tous ses pleins pouvoirs, parce qu'on est en démocratie. Donc, ça implique que la responsabilité est partagée. Bref, les crises, il y en a eu tout le temps, il y en aura tout le temps, ça fait partie de la vie. Gustave a surfé d'un problème à l'autre. Chapeau, je pensais pas qu'il s'en sortirait. Alors, pas trop vite, Ulysse, hein. Il s'en est sorti. Il est vivant, c'est pas mal, mais regardez l'état dans lequel il est. On dirait clairement qu'il a vieilli d'un coup de 15 ans en l'espace de 5 ans. Genre là, il a les traits tirés, des cernes, le visage creusé, une peau plus terne. Et en effet, en vrai, le rythme effréné du pouvoir, ça use les dirigeants, à la fois mentalement et physiquement. Et ils prennent un sacré coup de vieux pendant leur mandat. On a les cheveux qui grisonnent, le visage qui se fait plus grave, des rides qui apparaissent. Mais malheureusement, on ne peut pas s'amuser à comparer les affiches de Gustave. Parce que lui, il ne se présentera pas une deuxième fois. Alors, il s'est dégonflé finalement, notre petit cobaye? En vrai, je pense qu'il a déjà bien repoussé ses propres limites. Mais on peut quand même comparer sa tête avant et après. Donc très clairement, il a pris un peu cher, quoi. Mais peut-être que son expérience pourra servir à son remplaçant. En tout cas, selon la tradition, le président écrit une lettre scellée pour son successeur. Et il y met notamment des conseils et des réflexions perso. Et une fois que c'est fini, Gustave ressent là à la fois un grand soulagement et un terrible vide. Mais en tout cas, il a fait le plus dur. Maintenant, il peut faire à peu près ce qu'il veut du reste de sa vie. Et un ancien président est à la retraite et il touche alors une retraite d'à peu près 6 000 € brut par mois. Tu déconnes, c'est quoi cet argent de poche? Alors là, le terme est très bien choisi et ce n'est pas le seul avantage. Alors déjà, cette retraite peut se cumuler à un salaire ou à d'autres pensions de retraite. Et puis, tous les anciens présidents ont le droit de rejoindre le Conseil constitutionnel. Et là, si Gustave il accepte, il sera payé en plus environ 11 500 € net par mois. Mais c'est pas fini. Un ex-président dispose aussi d'un appartement de fonction meublé et équipé, et même ses charges sont payées par l'État, et il a 2 employés qui sont à son service dans cet appart. Après, ça c'est bonus, mais il a aussi le droit à 2 policiers pour assurer sa protection à titre permanent, en plus d'une voiture de fonction avec chauffeur. Je veux dire, on chouchoute quand même nos anciens présidents. On n'a pas envie qu'ils soient à la rue, clairement. Mais il a aussi le droit à un autre avantage un peu différent qui s'appelle l'immunité absolue permanente. En gros, c'est un buff que t'as dans un jeu vidéo que tu peux plus prendre de dégâts, quoi. Non, en gros, légalement, il peut pas être tenu responsable de ce qu'il a fait en tant que président. Ok, donc si tonton a fait de la merde, il est tranquille, quoi. Exactement. Et ça, c'est valable à vie. Pour tout ce qui s'est passé pendant son mandat de président. Si techniquement, il a été meurtrier, il a déclenché une guerre, il a tué des millions de personnes, c'est pour le bien de la France, en théorie, donc du coup, on peut pas l'accuser. Du coup, maintenant, Gustave
Gustave, qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette thune et tout ce temps libre? Des conférences comme Sarkozy ou Hollande? Alors, c'est possible, sachant que c'est quand même très bien rémunéré. Et quand je dis très bien rémunéré, c'est à peu près 200 000 € l'intervention. Oui, 200K. Après, il pourrait aussi faire des projets humanitaires comme un certain Jacques Chirac. Bon, en tout cas, une fois son mandat présidentiel terminé, une toute nouvelle phase de la vie commence. Alors, certains ex-présidents se retirent de la vie publique, d'autres continuent à contribuer à la société, s'engageant dans des associations, en créant des fondations. Et après, les anciens présidents ont cumulé une très belle expérience, ce qui fait que, on peut souvent les consulter pour avoir leur avis, quoi. Et là, j'ai l'impression que Gustave, eh bien, il a envie d'écrire ses mémoires. Donc, devenir président de la République française, c'est une vraie aventure. Ça exige clairement un dévouement sans faille, des compétences aiguisées et une résilience à toute épreuve. Et que ce soit sur la scène internationale ou dans l'histoire de la nation, chaque président laisse sa trace indélébile, et y compris Gustave Armand. Voilà la poiscaille. En tout cas, Gustave maintenant est très fier de lui. Il a pu retourner chez lui, se reposer dans son canapé en sirotant son café dans sa tasse, dans son mug. Si vous voulez acquérir aussi un mug Gustave avant qu'il soit président, vous avez les liens en description. Et je rappelle, Gustave et nous, on a réussi à créer cette boutique grâce à Shopify, donc merci encore à eux. Vous pouvez commander ces mugs que durant une durée très limitée, profitez-en. Et sur ce, nous on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.